Caroline du Sud, année 1970. Les routes désertes qui traversent les forêts de pins semblent paisibles sous le soleil du sud américain. Mais dans ces mêmes bois, quelque chose de terrible se cache. Des disparitions inexpliquées, des familles brisées, et un homme qui se fait appeler Pee-wee. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Donald Henry Gaskins, surnommé l'homme le plus cruel d'Amérique. Une histoire qui commence dans la pauvreté et la violence, et qui se termine dans le couloir de la mort. Mais entre ces deux points, il y a une série d'horreurs que peu de gens peuvent imaginer. Installez-vous confortablement. Cette histoire est vraie, et elle est glaçante. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Le 13 mars 1933, dans le comté de Florence, en Caroline du Sud, naît un garçon. Sa mère, Eulea Parrott, a déjà 4 enfants. Elle ne connaît pas le père de ce 5e bébé. En fait, aucun de ses enfants ne connaît son vrai père. Eulea vit avec différents hommes, tous violents, tous alcooliques. Le petit Donald grandit dans un environnement où les coups sont quotidiens. Sa mère ne s'occupe de ses enfants que pour éviter l'intervention des services sociaux. Le strict minimum. Pas d'amour, pas de protection, juste assez pour survivre. À l'âge d'1 an, Donald ingère du kérosène. Un accident? Une négligence? Personne ne le saura jamais. Il survit mais souffre de convulsions pendant 2 ans. Son cerveau est peut-être déjà endommagé. Ou peut-être que c'est simplement l'environnement qui le transforme. Donald est petit pour son âge. Les autres enfants se moquent de lui. Ils l'appellent Pee-wee, le petit. Ce surnom restera avec lui toute sa vie. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la taille ne fait pas tout. À 10 ans, Donald commence à voler. Petit larcin d'abord, puis des cambriolages. Il traîne avec d'autres jeunes délinquants. Ensemble, ils commettent des crimes de plus en plus graves. Donald apprend vite. Il est intelligent, manipulateur. Il sait comment parler aux adultes pour éviter les ennuis. Mais en 1946, à 13 ans, il va trop loin. Donald et ses complices pénètrent dans une maison. Une femme les surprend. Panique. Donald attrape une hache et la frappe violemment. La femme survit miraculeusement. Elle identifie son agresseur. Cette fois, pas d'échappatoire. Le 18 juin 1946, Donald Henry Parrott Jr. entre à la South Carolina Industrial School for White Boys, un reformatoire pour mineurs. Il est condamné à 5 ans pour tentative d'homicide. Ce qui se passe dans cet établissement reste dans l'ombre pendant des années. Mais plus tard, Donald raconte les coups, les humiliations, les viols répétés par d'autres détenus, un gardien qui le protège en échange de faveurs inavouables. Un psychologue évalue le jeune Donald. Son rapport est alarmant. Tendance homicidaire, comportement paranoïaque, probable psychopathie. Il recommande une hospitalisation psychiatrique. Cette recommandation n'est jamais suivie. Donald tente de s'évader plusieurs fois. Chaque fois, il est rattrapé. Chaque fois, les punitions deviennent plus sévères. Quelque chose se brise définitivement en lui. À 18 ans, il est libéré. Il change de nom. Il devient Donald Henry Gaskins Jr. Il veut tourner la page. Mais certaines pages ne se tournent jamais vraiment. Gaskins trouve du travail dans une plantation de tabac. Un travail honnête, une chance de recommencer. Mais l'appel du crime est plus fort. Il vole la récolte. Pour effacer les preuves, il met le feu à la plantation. Une femme tente de l'arrêter. Il l'attaque violemment. Elle survit, elle aussi. Nouveau procès. Nouvelle condamnation. 6 ans de prison à la pénitencier d'État de Caroline du Sud. Cette fois, c'est la vraie prison, pas un reformatoire. Et en prison, Gaskins comprend quelque chose d'essentiel. Pour survivre, il faut inspirer la terreur. Les autres détenus l'agressent. Il est petit, vulnérable. Alors il fait ce qu'il doit faire. Il tue un co-détenu particulièrement violent. Il lui tranche la gorge avec une lame improvisée. Devant témoins, le message est clair. Ne me touchez pas. On lui ajoute 3 ans à sa peine. Mais maintenant, on le respecte. Il monte dans la hiérarchie de la prison. Il devient quelqu'un. Gaskins s'évade plusieurs fois. Il survit dans les forêts. Il vole pour manger. Mais il finit toujours par se faire reprendre. Entre 2 incarcérations, il se marie. 1 fois, 2 fois, 6 fois au total. Il a au moins une fille, Shirley. Une vie normale en apparence. Mais l'apparence est trompeuse. Myrtle Beach, Caroline du Sud. Une jeune femme blonde fait de l'autostop. Une voiture s'arrête. Le conducteur est souriant, amical. Elle monte. Elle ne reviendra jamais.
C'est le premier meurtre connu de Donald Gaskins en tant qu'homme libre, mais ce ne sera pas le dernier. Entre 1969 et 1975, la Caroline du Sud est frappée par une vague de disparitions. Jeunes femmes, adolescents, hommes adultes, aucun profil précis, aucun schéma apparent. Les enquêteurs sont perdus. Comment relier tous ces cas? En 1970, 2 adolescentes disparaissent. Janice Kirby, 15 ans, la propre nièce de Gaskins, et son amie Patricia Alsobrook, 17 ans. Gaskins leur avait proposé une balade en forêt. Elles ont accepté. Leurs corps ne seront retrouvés que bien plus tard. En 1971, c'est Martha Dix, 20 ans, puis Eddie Brown, 24 ans, et sa femme Bertie, tous disparus, tous morts. Gaskins affine sa méthode. Il offre des trajets, il inspire confiance, il est sympathique, drôle même. Et puis, sur une route isolée, il change. Il devient ce qu'il est vraiment. En 1973, il achète un corbillard, un vieux véhicule funéraire. Il y peint un slogan macabre. Nous transportons n'importe quoi vivant ou mort. La même année, il emmène Jackie Freeman, 14 ans, dans les bois. Ce qu'il lui fait est tellement horrible que je ne peux pas le décrire en détail ici. Disons simplement que l'acte franchit toutes les limites de l'humanité. Juin 1973, Doreen Dempsey, 23 ans, et sa petite fille Robin, 2 ans, ancienne connaissance de Gaskins. Il les tue toutes les deux et jette leur corps dans un lac. Johnny Sellars, 36 ans, Jessie Ruth Judy, 22 ans, d'autres noms, d'autres vies brisées. Anne Colberson, 16 ans. Son corps ne sera jamais retrouvé. Mais Gaskins ne tue pas seulement par plaisir. Parfois, c'est pour de l'argent. Le 13 février 1975, Silas Barnwell Yates, 45 ans, est retrouvé mort. Un contrat, payé par Susan Keeper, qui voulait se débarrasser de lui. Ensuite, des complices deviennent gênants. Ils en savent trop. Ils menacent de parler. Diane, l'ex-femme de son ami Walter Neely, Avery Howard, tous éliminés. Kim Gelkins, 13 ans. Gaskins tente de l'agresser. Elle résiste. Il la tue. Dennis Bellamy, 25 ans, et Johnny Knight, 15 ans, tentent de le voler. Erreur fatale. Gaskins ne laisse pas de témoins. Novembre 1975. La police arrête Gaskins pour un contrôle de routine. Dans sa voiture, il trouva des vêtements appartenant à Kim Gelkins. La jeune fille portée disparue. Cette fois, ils le tiennent. Mais ce n'est pas Gaskins qui parle, c'est Walter Neely, son complice. Sous la pression, Walter craque. Il révèle tout. Les meurtres, les lieux d'inhumation, les détails que personne ne voulait entendre. Les enquêteurs se rendent dans les forêts de Caroline du Sud. Ils creusent et ils trouvent 6 corps, enterrés dans des tombes peu profondes. Certains depuis des années. Le 24 mai 1976, Donald Henry Gaskins est reconnu coupable de 13 meurtres. Il est condamné à mort, mais la Caroline du Sud abolit temporairement la peine capitale. Sa sentence est commuée en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Walter Neely écope également de la perpétuité pour 8 meurtres. Gaskins est transféré dans un pénitencier de haute sécurité. Le cauchemar semble terminé. Mais pour Gaskins, le jeu continue. Couloir de la mort, Caroline du Sud, Rudolph Tiner, 23 ans, attend son exécution. Il a tué 2 personnes lors d'un braquage en 1982. Le fils adoptif des victimes, Tony Simo, ne supporte pas l'attente. Les appels, les reports, la justice trop lente. Il contacte Gaskins. Il lui offre de l'argent. Il veut que Tyner meure. Maintenant, Gaskins accepte. Il se lie d'amitié avec Tyner. Il gagne sa confiance. Il lui dit qu'ils peuvent communiquer entre leurs cellules grâce à un appareil radio improvisé. Le 2 septembre 1982, Tyner approche l'appareil de son oreille. L'explosion le tue instantanément. Gaskins avait caché du C4, un explosif puissant, à l'intérieur. Il a orchestré le premier meurtre dans le couloir de la mort américain. Nouvelle condamnation. Cette fois, la peine de mort est définitive. Tony Simo est condamné à 25 ans de prison pour complicité. Il meurt d'une overdose en 2001. 6 septembre 1991. Donald Henry Gaskins est dans sa cellule. Dans quelques heures, il sera exécuté sur la chaise électrique. Il tente de se suicider. Il veut mourir à sa façon, pas à celle de l'État. Mais il est sauvé, réanimé et conduit à la chambre d'exécution.
Ses derniers mots sont brefs. « Je vais laisser mes avocats parler pour moi. Je suis prêt à partir. » À 1h10 du matin, Donald Henry Gaskins est déclaré mort. Son corps est incinéré. Ses cendres sont dispersées dans un marécage de Caroline du Sud, un lieu tenu secret. Au cours de sa vie, Gaskins a prétendu avoir tué entre 100 et 110 personnes. Officiellement, il est lié à 13 meurtres confirmés. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Beaucoup de ces confessions n'ont jamais été vérifiées. Certains corps n'ont jamais été retrouvés. Certaines familles n'ont jamais eu de réponse. Sa fille, Shirley, a raconté que son père lui avait dit un jour qu'il ne pouvait pas s'empêcher de tuer, qu'il en avait besoin, comme un vampire a besoin de sang. Aucun diagnostic psychiatrique formel n'a jamais été établi. Mais les experts s'accordent. Gaskins était un psychopathe dénué d'empathie, incapable de remords. Il est devenu l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire américaine. Non seulement pour le nombre de ses victimes, mais pour la froideur avec laquelle il opérait. Pour sa capacité à tuer n'importe qui, n'importe quand, sans raison apparente. Avant de mourir, Gaskins a laissé un message glaçant. « D'autres viendront après moi. » Et il avait raison. D'autres sont venus. D'autres viendront encore. Parce que le mal, malheureusement, ne meurt jamais vraiment. L'histoire de Donald Gaskins nous rappelle que les monstres existent, qu'ils ne portent pas toujours de masque, qu'ils peuvent sourire, parler, offrir leur aide, et que parfois, le danger vient de là où on l'attend le moins. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes criminelles. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà le cas de Donald Gaskins? Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et restez vigilants.